Coucou à tous. Bonne semaine cette semaine avec ce soleil. Je souhaite partager avec vous la recherche de soi-même. Je pense que c'est une clé essentielle pour progresser, pour travailler sur soi. Alors comment on fait? Eh bien en fait c'est très simple. Moi je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans son parcours et dans son histoire, on identifie les difficultés qui sont les nôtres, les blocages, certaines de nos habitudes. Par exemple, face à une situation, on va se rendre compte qu'on est toujours soit en train de se soumettre, soit en train d'attaquer, soit en train d'agresser, de vouloir dominer. On a toujours une habitude de fonctionnement par rapport à une situation qui nous prend au dépourvu, qui va révéler ce qu'on est vraiment. Si effectivement on est dans la confrontation, ou si on est dans l'acceptation, ou si on est dans la soumission, bref, on a un fonctionnement qui se met en place, qui se rôde un petit peu sur ce qu'on a l'habitude de faire, voir aussi ce qui nous déstabilise complètement. Est-ce que justement ce sont les explications? Est-ce qu'on les fuit? Est-ce qu'on préfère ne pas avoir à mettre le sujet sur le tapis, ou est-ce qu'au contraire on va écouter, on va dire voilà j'ai bien entendu, voilà ce que j'en pense, très calmement lorsque la situation ne nous déstabilise pas, mais lorsqu'elle nous déstabilise, lorsque c'est vraiment une discussion ou un échange pro, perso, sur un sujet qui nous touche particulièrement, comment on réagit? Est-ce qu'on monte au quart de tour? Est-ce qu'on est survolté, très en colère, emporté, hyperactif, ou est-ce qu'au contraire on rentre dans notre coquille? Est-ce qu'on écoute? Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce qu'on a envie de prendre la poudre d'escampette et de se sauver? Est-ce qu'on a envie de dire à l'autre oh, oui, oui, tu as tout à fait raison? Parce qu'on n'a pas le courage de dire notre point de vue, de s'affirmer tel que l'on est. Cette première explication permet juste de savoir comment on fonctionne par rapport à une situation. Et très souvent, ça reflète beaucoup de choses sur nous. J'ai envie de dire, dans cette capsule, finalement, la clé, c'est nous-mêmes, c'est toujours nous. Et plus on va se connecter avec notre être intérieur, nos vrais besoins, plus on va connaître notre fonctionnement, comment on a l'habitude de procéder lorsqu'on est face à une situation, pourquoi, sur quoi on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'effectivement on va systématiquement plutôt agir d'une certaine façon. Est-ce que c'est notre propre pensée, notre libre arbitre, ou est-ce que quelque part on va véhiculer aussi des peurs qui ne sont pas les nôtres, d'éducation, de société, parce qu'il faut se comporter comme si, ou on attend généralement des personnes qu'elles se comportent comme ça. Quelle est la part de notre vraie nature? Quelle est la part qui nous a été inculquée d'une manière ou d'une autre? De qui ça nous vient? Comment ça se met en place? Comment ça nous vient? Et puis surtout, comprendre comment on se reconnecte avec nous-mêmes. Parce qu'en fait, j'ai été comme vous tous pendant des années. Je demandais à mes amis des conseils. Je demandais à des très bons amis qui me donnaient de bons conseils ou qui me disaient leur avis en disant tu sais voilà ce que j'en pense, néanmoins c'est ta situation, ça te regarde, voilà peut-être ce que tu peux faire ou penser, mais ce n'est que mon avis. Et généralement des gens pleins de bon sens, très gentils, bienveillants, ou qui m'écoutaient simplement. Je me souviens d'une très très bonne amie qui me disait oh, je te comprends, alors là vraiment. Elle ne me donnait pas de clés sur ce qu'elle ferait à ma place ou ce qu'elle penserait, mais elle avait cette empathie fabuleuse à accueillir mes émotions, à les intégrer, à les prendre dans les bras, et ça me chouchoutait parce que je me sentais comprise. Donc on a autant de personnages autour et de facettes pour nous donner un principe de miroir. Il y a ceux qui vont nous dire ah bah non, alors là pas du tout, alors là tu te gourres, ou alors faudrait peut-être que tu te bouges un petit peu les fesses parce que là franchement ça va pas du tout, alors voilà il se passe ça et puis toi tu réagis comme ça, mais enfin c'est bon, on grandit un peu, fais comme ci, fais comme ça. Il y a des donneurs de leçons, il y a des moralisateurs, il y a des juges, il y a des peureux, il y a des envieux, il y a des jaloux, il y a des vrais gentils, il y a des sachants, il y a des aidants, il y a des gens éclairés qui vont nous donner des conseils merveilleux, qui vont nous mettre ce que j'appelle ces petits cailloux pour baliser notre parcours. Parce que là, leur aide, leur conseil, même juste un mot, quelques paroles, et tout s'éclaire.
En fait, toutes ces personnes qu'on va côtoyer, il va falloir qu'on soit capable nous-mêmes de les placer dans les bonnes cases, de les reconnaître pour ce qu'ils sont. À un moment dans notre parcours et en fonction de notre propre cheminement et vibration, on va attirer autour de nous, parce que c'est ce qui se fait généralement, les personnes qui sont en résonance avec ces vibrations. Donc en fait, on va se trouver en contact avec des gens qui fonctionnent à peu près comme nous, dans le même mode opératoire en termes d'ouverture d'esprit, de perspicacité, d'intuition ou pas, d'instinct ou pas, de fonctionnement qui vise à uniquement défendre nos basiques, nos fondamentaux, nos besoins vitaux, nos réactions de cerveau reptilien ou de plus en plus élevées lorsqu'on le devient. On attire donc ces personnes comme par le miroir de ce qu'ils ressentent chez nous et ils gravitent autour de nous. Petit à petit dans notre parcours, on va être appelé, on va se trouver à des croisées de chemin comme dans les branches, dans les arborescences, celles de notre vie. Ça n'en reste pas moins le principe du végétal et on arrive à la croisée des chemins et on a des choix à faire. Et choisir, c'est renoncer, c'est exclure certains axes. Et on va avoir du mal à se prononcer. Alors, ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui sont énormément dans le doute, d'autres qui tranchent sans vraiment analyser, mais qui le font un peu à l'instinct, d'autres qui vont cogiter fortement, mais faire une réflexion et un choix mental, uniquement sur le mental, et d'autres encore qui vont s'écouter pleinement, ressentir, être en accord avec leurs intuitions, leurs guides, et se laisser porter par ce qui leur semble le mieux en toute connaissance de cause. Mais cette étape est déjà une étape ultime qui n'est pas si simple à acquérir. Ça demande une grande connexion avec soi-même, une capacité importante à pouvoir s'écouter, à écouter sa voix intérieure, à reconnaître son enfant intérieur, ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu emmagasiner comme données du passé, des fonctionnements qui ne sont pas les siens, pouvoir s'en détacher et se révéler à sa propre personnalité et ensuite se reconnecter sur cette personnalité profonde, cet être essentiel qui vibre et vit à l'intérieur de nous. Donc pour accéder à toutes ces étapes, ça demande du temps, de l'observation, de l'introspection, souvent dans des périodes où au contraire, moi je me souviens, les périodes où j'avais de la vacuité du temps et où je m'inquiétais pour des situations ou des décisions que j'avais à prendre, professionnelles ou personnelles, je m'étourdissais en remplissant mon agenda pour sortir, pour voir du monde, pour me changer les idées, pour voir des personnes que j'aimais bien voir, pour aussi éventuellement me reconnecter avec certaines personnes qui m'aimaient bien, qui m'appréciaient et qui allaient me donner de la valeur, qui allaient me donner le sentiment que j'avais effectivement ce rayonnement, cette partie émanante qui leur plaisait et ça me renvoyait de la satisfaction, de l'estime de moi, du contentement, du plaisir, du bonheur, etc. Je l'ai fait comme plein de gens le font. Je pense à cet exemple parce que je viens de le citer dans une jeune personne qui m'a contactée par mail récemment et que cet exemple me revient en tête. Oui, on a besoin parfois de s'étourdir, moi j'appelle ça, de sortir, de voir du monde, de séduire, de se lancer dans un nouveau projet, de travailler à corps perdu. Ça aussi, ça fait partie, pendant une très très longue période de ma vie, je peux même dire jusqu'à hier ou avant-hier, pendant 30 ans de ma vie quasiment, une frénésie d'accomplissement à me lancer dans une réalisation plus qu'impliquante de ma vie professionnelle euh, avec un nombre d'heures, d'énergie et de puissance par rapport à cet investissement très fort. Cela résultait tout simplement d'un système éducationnel où mes parents me disaient le travail c'est la santé, il faut s'investir pour réussir, on récolte toujours ce que l'on a semé, plus on bosse, plus ça marche, se lever tôt, la journée appartient aux gens courageux qui se lèvent tôt, etc. Enfin, toutes ces croyances sur le mérite, sur le fait de bien avoir le droit de récolter quelque chose après tous ces efforts, cette espèce de fonctionnement
par le côté besogneux, difficile, constant, maintenu, cet effort perpétuel comme une sorte de force qui nous pousse comme ça, m'avait été complètement inculqué par mes parents. Je ne pensais pas que quelque chose que l'on fait facilement peut être vraiment positif et rapporter quelque chose ou nous ramener à la fin des compliments ou des félicitations. C'était une fausse idée parce qu'en réalité, je me suis aperçue que quand je dessinais, quand je créais, quand j'imaginais quelque chose de nouveau, que ce soit en conception d'un espace ou d'un lieu, puisque je suis architecte d'intérieur à la base et je l'ai été pendant 30 ans, cette créativité, cette étincelle-là de conception, puisque j'étais une conceptrice d'espace, me régalait, me plaisait et à tel point elle me convenait que je n'avais plus cette sensation d'effort aussi lourd. En revanche, les devis, le côté paperasse, le décortiquage du dossier en facture, etc., quémander des versements, l'aspect aussi au départ un peu plus commercial, à savoir bien me vendre, à savoir mettre les pour, les contre, à baliser mon précaré jusqu'auquel on pouvait venir mais pas au-delà, me protéger, et la partie technique de suivi des chantiers ou des travaux, j'étais moins à l'aise, j'avais beaucoup de choses à apprendre pour être plus stable et persuasive. Donc toute une partie qui était peut-être 90% de ce que je faisais était beaucoup plus compliquée pour moi. Me demandait de l'effort et même si j'étais extrêmement courageuse et investie, j'avais cette forte besoin de reconnaissance qui m'a poursuivie durant des années parce que j'étais dans le fait de m'étouffer moi-même, de m'épuiser, de me prouver je ne sais quoi, de me mettre une barre mais encore plus haute que n'importe qui pour obtenir cette reconnaissance, cette estime, cette confiance. Je ne sais même pas pourquoi en fait, mais j'étais dans cette démarche épuisante, très impliquante, donc pendant quasi 30 ans, je me suis épuisée. J'ai même fait 2 burn-out. Un premier que j'ai un peu négligé il y a des années de ça, et je me souviens être allée voir mon psychiatre à l'époque qui m'avait dit, vous avez 2 options. Un burn-out, il faut s'arrêter 3, 4, 5, 6 mois, faire le vide, réfléchir, replacer les choses dans les bonnes places et repartir du bon pied. Il m'avait donné un arrêt de 15 jours, qu'il a prolongé à nouveau par un arrêt de 15 jours, et on a fait le point. Et j'ai choisi de retravailler. Ça faisait déjà un mois, et j'avais le sentiment, comme un petit lion, de tourner en rond dans ma cage et d'en voir les barreaux qui étaient ceux que je m'étais fixés. Je voulais y retourner, je voulais négocier, essayer de me trouver une sortie. Ça se passait mal dans mon travail, indépendamment de mon implication beaucoup trop forte. Je prenais tout très à cœur et je me rendais compte que comme je prenais tout très à cœur et que j'étais ultra investie, j'avais un jugement sur les choses, un point de vue que j'aimais dire. Et par ailleurs, cette attitude de forte attente d'un retour pour être encouragée pesait aussi sur le cercle professionnel et en fait ça les enquiquinait que je sois aussi impliquante. Donc ils avaient choisi de se séparer de moi et le burn-out arrivait à un moment où je me disais j'ai fait tout ça pour ça avec un vrai découragement. Donc je suis retournée dans cette entreprise, j'ai négocié mon départ en me faisant aider effectivement par une avocate et en négociant ma sortie pour éviter de me faire avoir parce que ça m'était déjà arrivé plusieurs fois dans une condition de discussion euh, pour optimiser les choses. Et bien finalement je ne savais pas me défendre, je trouvais que c'était injuste, que c'était malhonnête, voire même je me sentais trahie. Et du coup, je négociais mal mon évolution ou ma sortie. Donc là, j'ai décidé d'y retourner et je me rappelle très bien ce qu'a dit mon thérapeute à l'époque. Il m'a dit, si vous voulez retourner dans l'arène maintenant, alors que vous êtes encore euh, épuisé moralement, physiquement, dans l'incapacité de bien vous défendre et de défendre la meilleure partie de vous-même, faites-vous aider par quelqu'un, ce qui a été le cas avec l'avocate, mais retournez-y maintenant si vous ne savez pas faire autrement. À l'époque, j'ai pris ça un peu comme un jugement, c'était un peu une trompette, mais en fait aujourd'hui, j'y réfléchis et je me dis, c'était tout à fait juste. J'aurais dû prendre le temps nécessaire, me reconnecter à mes vraies valeurs, mais celles qui sont les miennes, pas celles qu'on m'a greffées
depuis que je suis enfant et que la société m'a greffé et que les gens avec lesquels j'ai pu vivre m'ont inculqué quelque part, puisqu'on se forge avant 7, 8, 9 ans, avant cette période où on est conscient d'exister par soi-même et qu'on est des puits qui récupèrent en fait les influences extérieures. Et puis il y a le transgénérationnel, pour en reparler. Bref, on hérite de tout un tas de catalyseurs qui sont bien plus vastes que nous-mêmes. Donc j'étais retournée dans ce job, ça s'était terminé, même si ça n'était pas terminé comme je le voulais. J'avais de l'amertume, j'avais de la tristesse, je me sentais un peu utilisée, bafouée, mais j'ai négocié la sortie et puis je suis partie vers un autre boulot. Et un travail comme celui-là, avec lequel il y a eu ce type d'issue un peu bizarre qui me prenait de court et me blessait, il y en a eu beaucoup puisque j'en ai eu une bonne quinzaine. C'est-à-dire qu'en fait, je me rendais compte que quand vraiment c'était insupportable ou je n'arrivais plus à le gérer correctement, j'essayais une négociation qui parfois se passait pas si bien et je partais ou on me forçait à partir, mais en gros, je n'arrivais pas de manière sereine et stable à me poser avec mes valises, à montrer, à faire valoir mes capacités, mes qualités réelles, même si les gens disaient toujours que je faisais bien mon job, et à les mettre en avant. C'était une période comme ça, je pense, de réalisation, et il n'y a rien d'autre à en dire. Néanmoins, les choses ont beaucoup évolué, et après j'ai repensé à cet exemple. Parce que souvent, dans la vie, on a beaucoup de chance, il y a plein de petits signes qui se mettent en place et qui vont nous éveiller à notre conscience. Mais pendant des mois, voire des années, on ne va pas les écouter. On va dire, oh, c'est bon, non, non, je retourne bosser. Ou oh, bah, il faut bien que j'ai quelque chose à mettre dans mon assiette. Oh là là, bah, il faut bien que, parce que les il faut bien que, on en est tous mais pétris. Sortez-vous de là. Essayez d'écouter vraiment certains conseils qui vous sont donnés tellement ils sont bons, parce qu'en fait, vous reconnecter à vous-même est toujours, toujours, toujours la meilleure des solutions. Et de fait, quand vous allez apprendre à dialoguer avec vous-même, à vous trouver, puisque c'est la vraie clé, à écouter ce qui est le meilleur pour vous, parce que vous êtes votre meilleur guide. Mais en attendant de le devenir par beaucoup de sagesse, de spiritualité, d'ouverture vers d'autres façons de penser, de correction de vos mauvais schémas, ça nécessite une grosse analyse. Et parfois, on passe par un thérapeute et puis on finit par se trouver. Parfois, il y a des conseils aux alentours et on va savoir écouter et trier. Mais surtout, ça demande des années et des années. Car avant d'avoir cette clairvoyance, eh bien en fait, on va s'appuyer sur des gens qui vont pouvoir nous donner ces bons conseils, nous poser sur le parcours ces petits cailloux qui font qu'on va baliser notre chemin et savoir un petit peu plus où on va et comment ça marche. Lorsqu'on n'est pas en mesure de le faire nous-mêmes, bien sûr, on va se tourner vers des personnes qui vont nous aider à y parvenir. Et toute la problématique, ou plutôt toute l'opportunité, va être de trouver les bonnes personnes, celles qui tombent à point nommé. Généralement, elles arrivent comme des petites plumes, elles sont déposées comme des signes de nos anges, comme des signes de la vie, de l'univers, du grand tout, bref, ça arrive pile au bon moment. On va croiser quelqu'un qui nous parle du bon sujet de conversation, ou qui va citer le sien et ça résonne avec nous. Ou on va entendre une conversation entre deux personnes, j'en ai parlé dans les synchronicités, regardez à nouveau la vidéo. Mais ça peut être aussi qu'on va avoir un mail, une vidéo, un courrier, un prospectus, un flyer, ou sur notre pare-brise de voiture, ou dans le métro, on va nous donner un papier. Et puis on peut entendre à la radio, à la télé, lire un livre et se dire mais oui c'est vrai ce sujet-là j'y avais pensé, faire un voyage et découvrir quelque chose. Bref, on va avoir des occasions de se connecter à notre être intérieur de plusieurs manières. Faut-il encore pouvoir l'identifier et en faire quelque chose de bien, de chouette, de vrai, d'authentique, de fort.
Donc en fait, pour libérer petit à petit nos addictions diverses et multiples, euh, qui peuvent être effectivement de trop sortir, de s'étourdir, de côtoyer plein de monde, de trop travailler, de picoler un peu trop, de fumer, de faire trop de sport, ce qui était mon cas aussi à un moment, j'en ai parlé parce que j'avais besoin de sortir cette vivacité, cette hyperactivité. Et courir me vidait l'esprit pendant au moins les trois quarts d'heure ou l'heure où je faisais mon footing. J'avais l'impression de canaliser davantage mes pensées et de faire un tri très salvateur pour moi. Ça peut être, au, au contraire, hein, ça peut être manger. Il y en a qui vont compenser en se faisant des super bons petits plats, en se chouchoutant, en faisant des repas, en invitant les gens, en étant très épicurien. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une tendance à procrastiner, à se laisser porter, à reporter toujours à plus loin, plus longtemps, pour ne pas être dans l'action, parce qu'on a l'impression que ça nous chouchoute, que ça nous cocoune, et c'est une espèce de fuite en avant. On a tous des attitudes de protection de cette manière-là, et en fonction de nos polarités, plutôt masculine, yang, dans l'action, où je prends le taureau par les cornes et je fais les choses, ou au contraire yin, je me soumets, j'écoute, je regarde, je suis en retrait, je fuis, je me protège, ou je mets les autres à distance. On a des caractéristiques qui vont se détacher de notre polarité dominante. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement comme ça, mais ça veut dire que peut-être on a une majorité à être comme ça. Et selon les tempéraments de personnes, vous allez le reconnaître. En fait, c'est toujours une façon de se poser, de réagir par rapport à l'entourage, mais ça donne de très très bons indicateurs. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a identifié tout ça, après, c'est plus simple de commencer à comprendre comment on met les petites pièces de notre puzzle, comment on fonctionne, comment ça marche et comment on va pouvoir comprendre ces infos, les traiter, les intégrer, les utiliser, remercier lorsque ça nous est adressé, ces petits cailloux brillants qui balisent notre parcours, et avancer en toute connaissance de cause. Et croiser les bonnes aides qui peuvent vous aider sur un chemin de vie spirituelle, de vie personnelle, de vie professionnelle. Tout ce qui peut être du coaching va tomber à un moment où on a besoin que quelqu'un nous aide à guider un peu notre calèche dans le bon axe et vers notre reconnexion à nous-mêmes. C'est-à-dire, si on a un inconfort parfois, c'est parce que c'est difficile à travailler. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas le bon choix. En revanche, les bonnes connexions, les bons axes à choisir, les bonnes pistes vont toujours être fluidifiées par rapport à celles où vous allez vous arc-bouter pour que ça marche, mettre un tonnerre, un déploiement énorme, un, une éruption d'énergie pour pouvoir y arriver et puis ça capote. En général, les bonnes connexions avec vous-même se font de manière presque naturelle, presque simple, presque facile. Ça ne veut pas dire que tous les contacts qui vous sont proposés sont excellents ou que toutes les personnes que vous allez croiser sont magnifiques, bienveillantes, rayonnantes, etc. Non, pas du tout. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte que quand vous réfléchissez un peu plus avec votre intuition et votre cœur par rapport à votre mental, il y a certaines résonances qui peuvent se mettre en place et qui vont quand même bien vous guider par rapport à ces choix qui visent à vous faire comprendre les bonnes routes à prendre. Voilà pour ces guides à trouver vos reconnexions. On va évoquer les facteurs déclenchants ou facilitants, je dirais, tout ce qui va vous aider en fait à vous mettre en harmonie avec vous-même, à reconnaître vos vibrations, comment vous fonctionnez, à vous comprendre, à vous analyser. Tous ces facteurs-là sont extrêmement redondants, habituels. C'est presque du bon sens, mais je vais les redire. Soit vous vous faites suivre par un thérapeute qui peut être ce que vous voulez, un psychiatre, un psychologue, un énergéticien, ça peut être de la sophrologie, ça peut être un médium, ça peut être un coaching, en accompagnement pro, perso, en bien-être, en mieux-être.
vous allez trouver en fait la personne qui va éventuellement vous accompagner sur cette recherche d'améliorer quelque chose, parce que vous allez identifier où est-ce que ça dysfonctionne au niveau du mental, au niveau de la gorge, au niveau du plexus solaire ou du cœur, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau des hanches. Vous allez vite voir où les douleurs physiques et les inconforts, les blocages peuvent se situer. Si vous ne les trouvez pas vous-même, au niveau des 7 chakras, racines sacrées, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil et chakra coronal. Donc vous allez vite identifier au niveau de quelle partie de votre corps ça bloque, ça dysfonctionne, ou voire même c'est douloureux physiquement en plus d'émotionnellement et spirituellement. En identifiant ça, vous allez comprendre un petit peu là où c'est plus compliqué chez vous, en termes de communication, en termes d'émotions, de sentiments, en termes de respiration au niveau du plexus solaire, au niveau digestif, bilieux, tout ce qui est foie, tout ce qui est intestin, tout ce qui est rate, qui peut être du stress, de la tension, encore plus bas au niveau du chakra sacré, des organes, ce qui ne va pas dans votre vie personnelle, dans votre vie intime, ou au niveau du chakra racine, qui est la stabilité absolue, la base de notre fondement uniquement sur nos instincts. Tout ce qui est clanique, tout ce qui nous pousse à ne pas avoir froid, ne pas avoir chaud, manger, dormir, boire, c'est-à-dire les instincts, ça va être votre pulsion face à une situation de fuite ou d'affrontement. Ça va être votre personnalité vraiment propre, c'est la base, les fondamentaux de ce que vous êtes. Je pense aussi à cette pyramide de Malo que je cite souvent, vous la regarderez, c'est une pyramide avec justement le principe du chakra racine et l'élévation vers le chakra coronal, mais vous verrez que ça correspond à des besoins physiques, physiologiques et spirituels. Et plus on avance en spiritualité, en connaissance de soi, en ouverture vers de la réflexion, plus on accède à une paisibilité. Donc tous les thérapeutes, j'en ai cité, il y en a plein encore. Ça peut être effectivement du Reiki pour ceux qui le souhaitent. Et puis petit à petit, on va ouvrir vers du yoga qui pour moi était une vraie respiration, puisque justement on travaille sa respiration. Et moi j'étais une pile électrique. Le yoga qui peut être superbe. Le début des méditations, des recueils, des moments où juste soit on respire, on souffle, soit on fait vraiment une méditation. Vous allez vous rendre compte que vous allez faire 5 minutes, puis 10 minutes, c'est un peu comme pour une course. Vous allez peut-être apprécier énormément cet effet de calme chez vous en pleine turbulence et vous vous retrouvez dans ces pratiques. Ça peut être du tai chi chuan, du qigong, moi j'adore ça. Un jour j'essaierai de vous faire une petite capsule sur certains exercices que j'aime faire moi le matin en qigong par exemple, mais ça peut être des salutations au soleil. Ça va même aller, je dirais, vers des lectures un peu plus spirituelles, un peu plus ésotériques, vers des moments où vous allez être capable de écrire, dessiner, créer, même cuisiner d'une autre manière pour manger plus sain. Vous allez avoir cette espèce d'envie de sortir un peu des sentiers battus et de vous trouver vos propres fonctionnements, vos propres particularités et ce qui constitue vos aptitudes et vos capacités à vous reconnecter avec ça. Et puis, effectivement, indépendamment de ces pratiques, il y a tout ce qui est massage, tout ce qui peut être effectivement, ça pourrait passer par de la kiné, de l'ostéo à un moment, c'est-à-dire cette capacité aussi à vous reconnecter avec votre corps. Après, chacun va trouver dans le sport qu'il peut choisir, dans le type d'approche physique pour se maintenir en forme, dans le bien manger, dans le penser, dans le fonctionner, réfléchir, se documenter, s'enrichir, échanger, donner, recevoir, et au fur et à mesure vous montez dans cette pyramide de Malo vers votre propre épanouissement.
Voilà pour les fonctionnements fondamentaux. Donc, fort de cette capsule, je vous encourage à commencer à identifier comment vous fonctionnez, à y réfléchir. Peut-être que par flash, après avoir vu cette capsule, ça va vous faire penser à plein de petites choses et vous allez vous dire, oh, ça en fait, je fais toujours comme ça, mais je pense que je partage pas cette idée, je suis pas en accord avec ça. C'est pas moi en fait. Ça, c'est effectivement une croyance limitante ou une peur un peu erronée que j'ai. Parce que j'aime pas rentrer seule la nuit dans le métro, j'ai peur. Moi, ça a été mon cas pendant des années parce que j'avais eu une éducation où on me foutait la trouille tout le temps. C'était complètement inconscient, bien sûr, que mes parents n'avaient pas pour option dans leur vie de me pourrir la mienne, les pauvres. Mais ma maman me disait, oh là là, quand même, tu peux pas rentrer à pied à cette heure-là, ou oh là là, non, fais pas ça, ma chérie, c'est pas, tu seras pas en sécurité. Bref, c'était quand même une personne qui elle-même avait été élevée dans ce trip-là, où une femme le soir, la nuit, toute seule dans les transports en commun, vivant seule, etc. C'est dangereux. Et en fait, moi, comme j'ai passé de nombreuses années à habiter seule, vivre seule, après avoir quitté le père de mes enfants, bah forcément, je me trouvais dans la situation qui pour elle était le pire, et du coup qui l'inquiétait toujours de savoir si j'allais bien, si j'allais m'en sortir, s'il m'arriverait rien, surtout que je vivais à Paris, oulala, surtout que je naviguais seule, oulala, surtout que... Voilà. Et en fait, ça m'a poursuivi des années jusqu'à un moment où j'ai compris que c'était pas ma peur, que c'était pas ma croyance, mais que j'en avais hérité. Et donc j'ai commencé à regarder dans le métro autour de moi, à me dire voilà, c'est un horaire où il y a un peu moins de monde, donc je vais monter dans un wagon où il y a quelques personnes. Je ne vais pas non plus choisir celui où il y a le SDF qui râle et qui harangue tout le monde parce que ça va m'être inconfortable, mais un petit groupe, là, voilà, ils sont mixtes, je vais me mettre là. Puis petit à petit, du coup, à me sentir tranquille, à même me trouver parfois dans un, une rame de métro où il n'y avait pas grand monde et puis certains descendaient et il restait une ou deux personnes et j'étais tranquille. Je faisais des respirations et je me disais mais en fait tout va bien. Et je sortais du métro, il n'y avait personne dans la rue parce qu'il était un petit peu tard et j'habite pas sur Paris même, je suis en banlieue très proche. Donc en fait je me disais oh là là mais il n'y a personne, c'est tout noir, c'est à peine éclairé. Avant ça m'aurait fait peur. Et en fait, je regardais, j'écoutais les petits bruits. Parfois, il y a des petits insectes quand c'est l'été ou la fin du printemps. Je regardais la lumière du réverbère suivant. Et au lieu d'entendre juste mes pas avec mes talons qui claquent un peu sur le sol et de me dire oh là 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 là, comme avant, j'aurais vraiment flippé, je respirais, je marchais doucement, sans frénésie, calmement. J'en suis arrivée aussi quand j'avais à arpenter ou à rentrer un peu tard, mes chaussures plus confortables pour me dire voilà, à pas de velours, je rentre tranquille et du coup je vois tout et je suis beaucoup moins, euh, comment dire, sur le fait de m'imposer, de claquer pour chasser ma peur. Je suis là juste posée, tranquille, comme un chat et c'est ok. Donc réfléchissez à ça, ça commence par ces prises de conscience, c'est d'un confort vraiment très satisfaisant lorsqu'on y parvient, lorsqu'on le surmonte. Les premières victoires sont extrêmement gratifiantes. Moi je me suis rendu compte que j'ai absolument pas transmis la trouille d'être seule tard dans un endroit paumé ou même dans une ville enfin, ce sentiment de peur, je ne l'ai pas transmis à mes enfants. J'en suis extrêmement heureuse parce que j'ai une fille qui n'a pas du tout la trouille de se balader dans Paris, autour, n'importe où. J'ai un fils qui arpente, qui fait des distances incroyables à pied parce qu'il aime marcher et que ça lui pose aucun problème non plus. Et je me dis, ouf, ce truc-là, j'ai coupé au niveau de l'héritage de ma branche maternelle ou paternelle. Je ne l'ai pas transmis. En revanche, j'ai pu transmettre de par cette branche parentale d'autres très jolies choses. Une ouverture d'esprit, une curiosité, une capacité à apprendre, à sans cesse se renouveler, qui est celle de ma maman, une grande générosité, une grande empathie, une capacité à raconter des histoires, à faire des contes, à imaginer des jeux qui étaient celles de mon père et je les en remercie parce que c'est une optimisation de notre pack de départ.
on a un petit pack qui est donné avec des bonnes fées, des fées moins bonnes, des sorcières peut-être, et on a des choses positives et négatives. Et tout l'intérêt de ce pack de départ, ce cadeau de naissance, c'est de l'optimiser et d'arrêter de se fustiger pour ce qui est compliqué, de tourner vers nous les choses très positives et se dire génial, j'avais ça dans la besace et je ne l'avais pas vu. En revanche, j'ai ça, mais ok, j'ai bien compris. Donc on va le mettre un petit peu de côté. Je vais éviter de le repasser moi dans ma besace pour la suite. Je vais l'identifier et puis quelque part, tout a un sens, tout a une place. Il y a sûrement une explication. Il y a le pourquoi du comment. J'hérite aussi de ce truc-là et je ne sais pas trop bien le gérer. Bref, apprenez à comprendre un petit peu tous ces embranchements de départ. Découvrez-vous, soyez intuitif, curieux, vous allez être surpris, vous allez voir que c'est incroyable et que ça fonctionne pour tout le monde. Ça peut prendre des mois, des années, soyez tolérant avec vous-même. Soyez ouvert aussi à identifier qu'autour de vous, il y a des bonnes et des moins bonnes personnes et que vous changerez d'environnement parfois lorsque vous évoluez. Et c'est OK. Donc, je vous laisse à la découverte de vous-même. Je reviendrai sur les capsules de connexion à soi et de découverte parce que je pense vraiment que c'est la clé de l'épanouissement, de l'accès à la complétude et d'être capable de s'aimer soi, de se trouver soi. Et c'est le but même de toute vie terrestre. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers, et de vous abonner si cette chaîne vous plaît. Très 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 belle journée, à bientôt.